Ils ouvraient la bouche et je savais exactement ce qu'ils allaient dire, mot pour mot, juste une fraction de seconde avant qu'ils le disent. J'étais en train d'écouter mon pote parler quand, d'un coup, il a commencé à bugger. C'est le seul moyen de le décrire. Sa voix a commencé à sonner comme une radio pleine de parasites, hyper métallique, hachée. Puis il a répété 2 ou 3 mots à l'identique, exactement avec le même ton, comme un disque rayé. Pendant 2 ou 3 secondes, il était juste là, immobile, le regard fixe, et sa voix continuait ce genre de boucle étrange. Puis il s'est réinitialisé, a cligné des yeux, et a continué à parler comme si de rien n'était. Je lui ai demandé s'il allait bien, mais il n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Honnêtement, ça m'a filé un putain de coup de flip. C'était pas comme s'il bégayait ou qu'il cherchait ses mots, c'était littéralement comme un bug dans un jeu vidéo. Je sais toujours pas ce que j'ai vu ce jour-là. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans, mes parents nous ont emmenés à Disneyland, en Floride. On est allé voir un de ces spectacles avec des perroquets. Au milieu du spectacle, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, donc ma mère m'a accompagné, laissant mon père et ma sœur regarder la suite. Quand on est revenu, tout le stade était vide. On a pensé que le spectacle était fini, alors on est retourné près des toilettes pour attendre mon père, en se disant qu'il avait sûrement emmené ma sœur là-bas, vu que c'était la seule station de toilette dans les environs. On s'est assis sur un banc et on a attendu, pendant 2 heures, avant que ma mère abandonne, c'était avant l'époque des téléphones portables. La seule chose vraiment marquante pendant ce temps-là, c'est qu'un de ces gros lézards iguanes s'est battu avec un écureuil juste derrière le banc. J'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir, je m'en souviens vraiment. On a fini par faire autre chose, puis on est retourné à l'hôtel pour les attendre. Pendant tout ce temps, ma mère était furieuse contre mon père, disant que c'était vraiment irresponsable de sa part. Quelques heures après notre retour à l'hôtel, mon père et ma sœur, qui a 1 an de moins que moi, sont enfin revenus, et bien sûr ils ont commencé à se disputer, chacun affirmant qu'il attendait l'autre aux toilettes. Mais moi et ma sœur, de notre côté, on a commencé à se raconter l'histoire du lézard et de l'écureuil en train de se battre. Apparemment, on avait tous les deux vu la scène, exactement du même point de vue, assis sur le même banc. Mes parents se sont arrêtés de se disputer pour nous écouter, et ils nous ont demandé de clarifier. Oui, on avait bien vu le même lézard, le même écureuil, se battre, exactement du même endroit, sur le même banc. C'était un de ces événements inexplicables, mais ils n'y ont pas réfléchi davantage, jusqu'à ce que, plus tard, on reparle avec ma sœur de « Tu te souviens du jour où on a vu le lézard et l'écureuil se battre ?» Et ma mère de répondre « Ah oui, ce jour-là était vraiment bizarre. » De temps en temps, je fais des rêves de lieux ou de personnes que je n'ai jamais vues. Puis, 6 ou 7 mois plus tard, je me retrouve exactement dans ces lieux ou avec ces personnes, et j'ai un déjà-vu violent. Ça me le fait assez régulièrement. Un autre truc bizarre, parfois, je me mets à chanter une chanson complètement au hasard, même quand une autre chanson est en train de passer à la radio ou sur une playlist. Et, systématiquement, la chanson que j'étais en train de chanter passe juste après. Ça m'est arrivé des dizaines de fois, sur mon iPod, celui de ma copine, celui de mon meilleur ami, toujours en mode aléatoire. À chaque fois, ça les fait flipper à mort. Mais le truc le plus chelou m'est arrivé vers 2012, j'avais 19 ans. J'habitais encore chez mes parents, avec ma petite sœur. Ce jour-là, je rentre du boulot, je bossais dans un resto barbecue, et dès que j'entre, ma sœur me regarde bizarrement et me dit « Mais, je croyais que t'étais en congé aujourd'hui. » Je comprends pas. J'étais parti bosser à 5 heures du mat', avant que tout le monde soit levé. Je lui demande « Quand est-ce que j'ai dit ça ?» Elle me répond « Ben, il y a 2 heures, dans ta chambre. » Je commence à flipper un peu. Je lui dis « Mais, j'étais pas là, j'étais au taf. » Elle pense que je me fous d'elle, alors je lui dis de me sentir, je sens le fumet de barbecue, la fumée, la sauce. Là, son visage change complètement.
Elle devient toute pâle. Puis elle me raconte. Elle m'explique qu'elle était entrée dans ma chambre, que j'étais allongé dans mon lit, sous la couette jusqu'au cou, les yeux ouverts. Qu'elle avait eu une conversation avec moi pendant 15 minutes entières, sur des sujets normaux, du genre « T'as vu le film hier soir, tu veux qu'on mange ensemble plus tard ?» Qu'elle était ressortie en pensant que j'étais juste fatigué. Sauf que je n'étais jamais rentré, j'étais encore au boulot à ce moment-là. Depuis ce jour-là, impossible de me sentir à l'aise dans cette chambre. Chaque craquement, chaque ombre me foutait des frissons. J'ai même commencé à verrouiller la porte de l'intérieur la nuit, comme si ça pouvait empêcher l'autre moi de revenir. Je repense souvent à cette histoire, et je me demande encore, qu'est-ce qu'elle a vu exactement ce jour-là? À la fac, j'avais une paire de lunettes de soleil Arnett que j'adorais, jusqu'à ce que je les perde. Et comme j'étais fauché, pas moyen d'en racheter. Je m'en suis juste passé, la mort dans l'âme. Quelques mois plus tard, je suis à une soirée. Il y a un groupe live qui joue, les gens dansent, c'est le bordel sympa. Moi je suis posé sur le canapé, tranquille, avec une bouteille de rhum bas de gamme. Et là, une paire de lunettes de soleil tombe direct sur mes genoux. Des Arnett. Le même modèle que celle que j'avais perdue. Juste une autre couleur de verre. Je suis plutôt honnête, donc je me lève, je fais le tour, je demande à tout le monde si quelqu'un a paumé ses lunettes. Personne ne les réclame. Donc voilà. J'ai récupéré mes lunettes, directement envoyées par la matrice. Ma pote et moi, on avait commandé chacune une pizza individuelle chez Pizza HUT. Je vais récupérer les boîtes au comptoir, et j'en donne une à ma pote. J'avais commandé une pizza fromage, je déteste les pepperonis, et quand j'ouvre ma boîte, c'était une pepperoni. Je lui dis, ah mince, j'ai eu ta pizza. On échange les boîtes. J'ouvre l'autre, c'était encore une pepperoni. Ma pote dit, ils ont dû se tromper dans la commande. Je retourne au comptoir et j'explique au caissier qu'on a eu 2 pepperonis au lieu d'une pepperoni et une fromage. Il ouvre les boîtes pour vérifier. Et là, il y a bien une pepperoni et une fromage. Je suis resté là, trop confuse pour comprendre ce qui venait de se passer. Mon ami m'a juste regardé genre, quoi? On n'a jamais su ce qui s'était passé. J'étais assis dans mon bureau un jour, tranquille, quand mon téléphone de bureau sonne. C'était le sous-shérif. Il me demande de lui apporter tous les rapports, les journaux d'appel, et toute la documentation concernant un dossier bien précis. Je rassemble tout, je mets ça en ordre, et je pars vers son bureau. Je le croise dans le couloir, je lui tends les papiers. Il me regarde et me demande, « C'est quoi ça ?» Je lui dis, « C'est la doc que tu m'as demandé, pour le dossier X. » Et là, il me dit qu'il n'a jamais appelé mon bureau. Qu'il vient à peine d'arriver et qu'il descendait justement pour me demander de récupérer ses documents. On s'est regardés tous les deux, un peu paumés. Le téléphone avait bien sonné. J'avais clairement entendu sa voix. Il m'avait donné les détails exacts. Mais il n'avait jamais passé cet appel. Depuis, je me demande qui m'a appelé ce jour-là, ou ce que c'était. Parfois, quand je parle avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré avant, il y a des infos hyper précises qui me viennent en tête de nulle part. Genre, cette personne avait un Golden Retriever qui est mort en 2009. Et sans que je dise quoi que ce soit, la personne finit par mentionner exactement ce truc. Des fois quelques secondes plus tard, des fois des années plus tard quand je reparle avec elle. C'est jamais des trucs généraux ou évidents. Toujours des détails très spécifiques. Et à chaque fois, ça me laisse genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Quand j'étais plus jeune, j'ai traversé une grosse période de dépression, causée par plusieurs choses. Mon père m'a aidé en m'initiant à l'univers merveilleux de Donjons et Dragons quand j'avais 14 ans.
Une fois que j'étais bien accro et que j'adorais ça, il m'a offert son très vieux Monster Manual, celui qu'il avait depuis qu'il était enfant. C'est un manuel un peu usé mais vraiment génial. C'est celui avec le dragon qui crache du feu sur des Pégases, et la couverture dite Advanced Dungeons and Dragons Monster Manual by Gary Gygax. C'est le premier et le seul Monster Manual de la première édition que j'ai jamais vu de ma vie. Je l'ai chéri pendant des années. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison et je l'ai emporté avec moi. Je ne laissais personne le toucher, je me contentais de le montrer, jamais de le prêter. Je le gardais bien en hauteur, sur une étagère, avec d'autres livres auxquels je tenais beaucoup. Quand j'ai eu 20 ans, à cause de problèmes financiers et d'une nouvelle période de dépression, je suis retourné vivre chez mes parents, le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Mon père m'a aidé à déballer mes affaires dans ma chambre, et à un moment, il est tombé sur le Monster Manual. Il l'a pris dans ses mains, l'air complètement perplexe. « Où est-ce que tu as eu ça ?» m'a-t-il demandé. « Tu me l'as donné ?» J'étais totalement confus. Là, il s'est mis en colère, un peu sur la défensive. Il a commencé à jurer sur sa vie qu'il m'avait donné un Monster Manual complètement différent, qu'il n'avait jamais vu ce manuel-là de sa vie. On a commencé à se disputer, jusqu'à ce qu'il aille sur l'ordinateur et qu'il me montre une photo. C'était un autre Monster Manual. Une couverture différente, avec un dragon, une licorne et un centaure dessus. Il m'a dit que c'était le tout premier Monster Manual qu'il avait acheté, qu'il l'avait depuis qu'il était gamin. Il m'a juré que c'était celui-là qu'il m'avait donné. Mais moi, je te jure, je n'ai jamais vu cette couverture-là de ma vie. Donc voilà, mon père a acheté un Monster Manual totalement différent, et il jure sur sa vie qu'il m'a donné celui-là, alors que je n'ai jamais vu cette version, et lui n'a jamais vu celle que j'ai en ma possession. Je l'ai toujours, et même aujourd'hui, on se dispute encore à ce sujet de temps en temps. Il pense qu'un de mes amis a échangé le livre contre le sien ou je ne sais quoi. Ça paraît anodin, mais ça me rend dingue à chaque fois que j'y repense. Je ne suis pas vraiment du genre à croire aux théories du glitch dans la matrice dont j'ai entendu parler. J'ai des amis proches qui me racontent tout le temps des histoires étranges qui leur sont arrivées et qui n'ont aucun sens. Maintenant, je ne vais pas prétendre que je les rejette d'un revers de la main en me disant qu'ils ont oublié des détails ou qu'ils se sont trompés. Je suis parfaitement conscient que beaucoup de choses qu'on vit au cours de notre vie ne peuvent pas être expliquées sur le moment, alors on se rassure en leur donnant plus ou moins d'importance que ce qu'elles méritent vraiment. Peut-être que la plupart de ces glitches sont juste ça. Ou peut-être qu'on vit effectivement dans une sorte de simulation. Je ne prétends pas savoir, parce qu'avant cette année, il ne m'était jamais arrivé quelque chose de vraiment absurde que je n'aurais pas pu expliquer par les circonstances. Que ce soit mon mode de vie ou mon état d'esprit à ce moment-là, j'ai toujours su que quand un truc bizarre arrivait, c'était soit l'effet domino de mes propres actes, soit juste un petit événement étrange qui ferait une bonne histoire à raconter plus tard au bar. Mais il y a 2 semaines, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre que je n'arrive pas à m'expliquer. Ce n'est pas aussi spectaculaire ou incroyable qu'une cicatrice qui apparaît de nulle part ou des trous de mémoire après avoir traversé du brouillard. Mais c'est, au minimum, intriguant. Le week-end avant Halloween cette année, mes colocataires ont décidé d'organiser une fête de 3 jours dans notre maison. Ils savent qu'Halloween est la seule fête que je célèbre vraiment, à part la journée de la Terre, et ils voulaient que je me sente inclus avec leur groupe d'amis. Malheureusement, je suis tombé malade le jeudi, une fièvre qui n'a fait qu'empirer pendant le week-end. J'ai dû travailler vendredi et samedi, donc je n'ai pas vraiment pu profiter de la fête ces jours-là. Puis, dimanche, la maladie a atteint son pic et je suis resté cloué au lit toute la journée. Il devait y avoir eu au moins 75 inconnus qui sont passés chez nous pendant ces 3 jours. Bref, je me réveille le lundi matin, tout le monde est enfin parti, et je commence à aller un peu mieux. Je descends directement à la salle de bain pour me laver les mains avant de me préparer un petit déjeuner. Dans un coin du miroir, je remarque que quelqu'un a découpé des visages dans nos magazines et les a collés sur le côté gauche du miroir. Je me suis dit que c'était sûrement juste un idiot bourré qui trouvait ça drôle, rien de bien grave. Mais, allez savoir pourquoi, ça m'a énervé. Alors je les ai arrachés,
déchirés en petits morceaux, et je les ai jetés dans les toilettes. La vie a repris son cours, même si l'ambiance était un peu tendue entre mes colocataires et moi parce que la maison était un vrai chantier, et que j'avais l'impression qu'ils comptaient sur moi pour faire la majorité du ménage. Je me suis mis à nettoyer la salle de bain, et là, j'ai ressenti cette sensation étrange, comme quand on marche dans le noir et qu'on a l'impression que quelqu'un nous observe. Vous voyez, les poils qui se hérissent, la chair de poule, et ce bourdonnement un peu plus fort que d'habitude dans les oreilles. Je lève les yeux, et les photos étaient revenues. Cette fois, elles étaient dans un ordre différent de celui d'avant, et elles avaient l'air parfaitement à leur place, comme si personne n'y avait jamais touché. Je vous jure que je les avais déchirées et jetées dans les toilettes. Mais elles étaient là, me regardant, à peine déplacées par rapport à leur position initiale. Je peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais avec des potes, on regardait la télé, et on est tombé sur un vieux film des années 80 que je regardais en boucle quand j'étais gamin, mais que j'avais pas vu depuis super longtemps. Et là, tous les dialogues me sont revenus d'un coup. Je connaissais chaque réplique, je savais exactement ce qui allait être dit avant même que les personnages ouvrent la bouche. Jusqu'ici, normal, c'était un film que j'avais maté des dizaines de fois. Mais voilà où ça devient bizarre. On zappe, on cherche un autre programme. Et peu importe sur quoi on tombait, c'était pareil. Des films, des séries, même un vieux documentaire, je connaissais toutes les répliques. Mot pour mot. Comme si je les avais déjà regardées des centaines de fois. Sauf que c'était impossible, je voyais ces trucs pour la première fois de ma vie. Et là, le truc vraiment flippant, ça a commencé à arriver aussi quand mes potes parlaient. Ils ouvraient la bouche et je savais exactement ce qu'ils allaient dire, mot pour mot, juste une fraction de seconde avant qu'ils le disent. Ça a duré environ 1 heure. Puis c'est parti. J'ai retrouvé mes sensations normales. Mais j'ai jamais vécu un truc pareil depuis, et j'ai aucune idée de ce que c'était. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui s'est passé. C'était mon tout premier boulot, dans un magasin de vêtements pour filles au centre commercial. Un homme entre, il porte une casquette et est au téléphone. Il achète l'article le moins cher du magasin, une paire de boucles d'oreilles. Je ne me souviens plus du prix exact, mais c'était moins de 10 $. Il me tend un billet de 100 $. Je vérifie qu'il est bien vrai, si vous avez travaillé dans la vente, vous savez que c'est une vérification classique. C'était un vrai. Je fais son encaissement, je soulève le tiroir caisse pour mettre le billet en dessous, procédure normale, je lui rends 90 $ et quelques de monnaie, et il s'en va. À la fin de la journée, quand on compte la caisse, il manque 100 $. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis qu'un collègue l'a peut-être volé, parce que moi, je sais que je ne l'ai pas pris, ou alors qu'il a vraiment disparu je ne sais comment. Tout le monde est sanctionné, moi y compris. 1 an plus tard, le même gars revient. Il fait exactement la même chose. Il me donne un billet de 100 $. Et là, je commence à avoir un mauvais pressentiment, je sens que quelque chose cloche. Je fais très attention cette fois, je vois bien que j'ai placé le billet sous le tiroir, et ce jour-là c'était le seul billet de cent. Le mec repart avec ses boucles d'oreilles, et devinez quoi? À la fin de la journée, le billet de 100 a disparu. J'ai expliqué à ma patronne, elle ne m'a pas cru. Mais ce gars repartait à chaque fois avec 90 $ de monnaie et son billet de 100, même si j'avais vérifié qu'il était bien placé sous le tiroir et que je n'avais rien laissé tomber. Quelques mois plus tard, après que j'ai donné ma démission, pour d'autres raisons, une collègue a eu la même histoire avec ce gars. Ma patronne est venue s'excuser et m'a demandé encore une fois de lui raconter comment tout s'était passé. Et même aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment il a pu me donner l'argent, et ensuite, après que j'ai fermé le tiroir, réussir à le récupérer. Je me suis réveillé d'un rêve où je mourais. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu des visages partout sur les murs, tous en train de me fixer.
C'était terrifiant. Je me suis levé de mon lit, j'ai allumé la lumière, les visages étaient toujours là. Je suis sorti de la chambre, j'ai vérifié que j'étais bien réveillé. Je l'étais. Je suis allé boire un verre d'eau, j'ai écrit un peu sur mon ordi, je me suis donné le temps. Puis je suis retourné dans ma chambre, les visages avaient disparu. Je pense que c'était une hallucination hypnopompique, en gros une hallucination en se réveillant, parce que j'ai déjà eu un autre épisode du même genre. Mais honnêtement, c'est flippant même en connaissant l'explication. Quand j'avais 16 ans, je vivais dans une maison où l'ancien propriétaire s'était suicidé. Il s'était donné la mort dans le sous-sol, encore inachevé, quelques années auparavant. Contrairement à beaucoup d'histoires qu'on lit ici, mes parents n'étaient pas vraiment religieux. Ma mère nous emmenait à l'église de temps en temps, mais ça n'a jamais vraiment pris. Cela dit, elle était un peu étrange, enfin, c'est ce que je pensais. Mais tout le monde trouve sa mère un peu étrange, non ? La mienne racontait tout le temps qu'elle voyait un vieil homme assis au bout de son lit, qui la regardait pendant qu'elle dormait. Moi, je n'avais jamais rien vu, rien senti de bizarre dans cette maison, jusqu'à ce jour-là. Le sous-sol était encore en grande partie non fini quand on a emménagé. En descendant les escaliers depuis la cuisine, on arrivait dans une pièce avec un mur en pierre et un poêle à bois. Il y avait aussi un vieux billard sur lequel on jouait souvent. Juste à gauche de cette pièce se trouvait la buanderie. C'était surtout une grande pièce vide, avec le lave-linge et le sèche-linge contre un mur, et en face, des étagères en bois faites de planches et de montants. On y entreposait un peu de tout, des cartons, des livres, et, pour une raison inconnue, un ballon de basket. Un samedi, j'étais seul à la maison, comme souvent à cet âge-là, et je me dis que je devrais laver mes vêtements pour pouvoir sortir le soir même et peut-être séduire une jolie fille sur Main Street. Je descends donc les escaliers avec mon panier de linge sale, je tourne dans l'angle et entre dans la buanderie. Je pose le panier au sol, j'ouvre le lave-linge et commence à y mettre les vêtements, quand j'entends le ballon de basket tomber des étagères derrière moi. Évidemment, je me retourne et je le regarde, sans vraiment m'inquiéter à ce moment-là. Le ballon roule lentement vers moi. Alors je fais ce que n'importe quel ado aurait fait, je lui donne un grand coup de pied, assez fort pour qu'il traverse la pièce, rebondisse contre les étagères, et fasse un vacarme d'enfer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh, il a roulé, oui, mais seulement jusqu'au milieu de la pièce. Puis, inexplicablement, il s'est arrêté. Au milieu de la pièce. Loin des étagères. Loin des murs. Juste là, immobile, au centre de la pièce. Et là, j'ai senti la peur me frapper plus fort que jamais avant ou depuis. J'ai détalé hors de la buanderie, tourné l'angle, grimpé les escaliers à toute vitesse, et je suis sorti en courant de la petite maison jaune. J'ai sauté dans mon pick-up et je suis parti. Je ne suis pas revenu avant tard, cette nuit-là, quand toute ma famille dormait. J'ai discrètement regagné la maison, je suis allé directement dans ma chambre, et je me suis endormi presque aussitôt. C'est ma seule expérience avec le surnaturel. Fantôme, faille de la matrice, honnêtement, je n'en sais rien. Ça s'est passé il y a environ un mois, toute ma famille était là, et personne n'a pu l'expliquer. Dans ma famille, c'est moi le gars qui fait des gâteaux. J'adore préparer des cakes, des brownies, tout ce qui est bon. C'était l'anniversaire d'un ami et on m'a confié la mission de faire un carrot cake. Parfait, j'adore ça. Je vais au magasin, j'achète une boîte standard de 12 œufs et un paquet de beurre, 4 bâtons. La recette demande 5 œufs et un bâton de beurre. Je fais le gâteau, mais par ma faute il colle au moule et s'effondre en miettes. Mon erreur. Donc je dois en refaire un. Et c'est là que ça devient étrange. Je vais au frigo pour prendre plus de beurre et d'œufs. Et je découvre qu'il ne me reste que 5 œufs et 2 beurres. Ça semble normal, sauf que, ça voudrait dire qu'il manque 2 œufs et un bâton de beurre. Personne dans ma famille n'avait eu de raison d'utiliser des œufs, encore moins un bâton entier de beurre, entre mes 2 tentatives de gâteau dans la journée. J'ai demandé, personne ne les a utilisés ni donnés à quelqu'un.
Et dans la poubelle, il n'y avait qu'un seul papier de beurre, celui de mon premier gâteau. 2 œufs et un beurre ont simplement disparu. Fantôme de pâtissier? Faille de la réalité? On n'a jamais compris ce qui s'est passé. Au début, ma famille a un peu pris ça à la légère, genre, t'as dû faire une bêtise sans t'en rendre compte. Mais ils ont réalisé que c'était vraiment bizarre quand je leur ai expliqué la preuve du papier de beurre unique. C'était vraiment un jour étrange, celui-là. J'étais assis sur le canapé, en train de regarder la télé, quand j'ai commencé à entendre un bourdonnement bizarre derrière moi. Un genre de vibration grave, un peu électrique. Je venais d'emménager dans cette maison, donc au début j'ai ignoré. Je me suis dit, ok, nouvelle maison, nouveau bruit chelou. Mais le son ne s'arrêtait pas. Au bout d'un moment, j'ai fini par me retourner pour voir d'où ça venait. Et ce que j'ai vu, je m'y attendais absolument pas. En l'air, environ un demi-mètre sous le plafond, il y avait une espèce de portail. Une ouverture. C'était ovale, suspendu dans le vide. L'intérieur était noir, mais pas complètement, je voyais des étoiles à l'intérieur, et elles tournaient lentement vers le centre, comme happées par un mini-vortex. J'étais parfaitement éveillé. Aucune drogue, aucun alcool. Je venais juste de m'installer, j'étais sobre et bien alerte. Et pourtant, j'ai vu ça. Je suis resté figé. Puis, sans vraiment réfléchir, je me suis retourné vers la télé. Comme si mon cerveau refusait d'intégrer ce que je venais de voir. Comme si c'était trop énorme pour que je puisse le traiter. J'ai attendu quelques secondes. Puis je me suis retourné à nouveau. Plus de bruit. Plus rien dans l'air. Juste le mur vide. Je repense souvent à ce moment. Je sais pas ce que c'était. Je sais même pas si je veux savoir. J'avais un t-shirt que ma copine de longue date, quand j'étais à la fac, m'avait offert. Il était super confortable, usé juste comme il faut, et il m'allait parfaitement. Je l'adorais. À l'époque, je vivais en résidence universitaire et je me souviens l'avoir emballé avec mes autres vêtements quand j'ai fait mes valises pour rentrer chez moi à la fin du trimestre de printemps. Je suis resté une semaine à la maison avant de refaire un sac pour partir travailler comme animateur résident dans un camp pour l'été. Quand j'ai déballé ma valise à la maison, pas de t-shirt. J'ai cherché partout, mais il n'était pas dans mes affaires. J'ai fini par me dire que je l'avais sans doute laissé au dortoir ou dans la laverie là-bas. J'étais super déçu, mais bon, au fond, ce n'était que un t-shirt. J'ai fait un autre sac pour l'été, un sac vide que j'ai rempli chez mes parents, et qui n'avait jamais été dans ma chambre universitaire, puis je suis parti au camp. 3 mois plus tard, presque à la fin de l'été, j'étais assis sur le perron de ma cabane avec d'autres membres du staff. Les enfants étaient repartis depuis longtemps et on était en train de fermer le camp pour la saison, donc on profitait d'une soirée tranquille, on buvait quelques bières. Rien d'excessif, juste détendu à discuter. Je suis rentré dans ma cabane pour aller aux toilettes, et là, mon t-shirt préféré était en boule, posé au milieu du sol. Personne dans l'équipe n'était dans ma fac, personne n'aurait pu l'avoir pris dans mon dortoir. J'avais passé 3 mois à vivre avec mon unique sac de vêtements, que je vidais entièrement chaque semaine pour faire ma lessive. Ce t-shirt n'était pas dans le sac, c'est sûr et certain. Ça m'a vraiment fichu la trouille, mais au moins, j'ai récupéré mon t-shirt. Je fais souvent le même rêve, j'arrive à la fin du semestre à la fac et je réalise que je n'ai rendu aucun devoir, je ne suis allé à aucun cours, aucun TD, rien. Et là je me dis, putain, je suis foutu. Le truc? J'ai eu mon diplôme il y a 3 ans. Parfois, après un de ces rêves, je passe 30 minutes, voire 1 heure après mon réveil à stresser, convaincu que j'ai loupé un semestre entier, avant de me souvenir que j'ai déjà terminé mes études. Et le pire, c'est que si quelqu'un venait me parler d'un devoir que je dois rendre, je réagirais direct en mode « oh merde », lequel, sans même douter que ce soit réel.
Un jour, j'étais assis sur le canapé, je regardais juste la télé, et j'ai entendu un bruit vraiment inconfondable, le son de la porte d'entrée qu'on déverrouille, la porte qui s'ouvre, puis qui se referme, et enfin qu'on reverrouille. Mais c'était bizarre, il était trop tôt pour que ma mère soit rentrée. Alors j'ai attendu, mais je n'ai jamais entendu le bruit habituel de son sac à main qu'elle posait. J'ai vérifié, et il n'y avait personne. Des trucs du même genre sont arrivés plus tard, avec exactement le même bruit de porte qu'on déverrouille et qu'on ouvre. Sauf que beaucoup de ces fois-là, c'était la nuit, et on mettait toujours le boudin de porte, pour bloquer les courants d'air, devant la porte d'entrée. Donc si quelqu'un avait vraiment ouvert la porte, le boudin aurait forcément été déplacé, sauf qu'il était toujours exactement au même endroit. Et je vous jure que ce n'était pas juste un effet sonore bizarre de l'immeuble, on pouvait entendre les autres gens déverrouiller leurs portes, mais c'était toujours bien plus étouffé que le bruit quand notre propre porte s'ouvrait, et on n'entendait jamais une autre porte s'ouvrir depuis l'intérieur de notre appart. Donc, vraiment étrange. Ah, et je ne sais pas si ça compte, mais on a aussi eu pas mal de cartons et d'affaires qui ont disparu. C'est comme si plusieurs cartons avaient simplement disparu du camion de déménagement pendant un déménagement. On est pourtant toujours super prudent, il y a toujours quelqu'un qui surveille le camion quand on charge-décharge. Donc j'ai du mal à croire que quelqu'un ait pu partir avec mon bac de poupées Barbie, et pas, par exemple, les poupées American Girl plus chères ou les meubles. Et c'est peu probable que quelqu'un ait cambriolé notre appartement un jour juste pour voler 5 cartons de décoration et de jouets, et rien d'autre, genre les bijoux, par exemple. Ces cartons ont juste disparu. Sans laisser de traces. Et je suis sûr que ce n'est pas des trucs qu'on aurait vendus dans un vide-grenier et que j'aurais oublié. Donc, franchement, aucune idée. Parfois, je jure que les lumières clignotent dans la pièce où je me trouve. Pas juste un petit vacillement. C'est comme si toutes les lumières s'éteignaient en même temps, l'espace d'un instant. À chaque fois, je demande aux gens autour de moi, « Vous avez vu ? Les lumières se sont éteintes, non ? » Et eux me regardent bizarrement. Ils disent non. Ils n'ont rien vu. Je ne crois pas avoir cligné des yeux à ces moments-là. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir fermé les yeux. C'est plus comme si le monde s'éteignait une fraction de seconde et revenait aussitôt. Ça m'est arrivé dans plusieurs endroits différents. Avec des gens différents. Jamais personne n'a vu ce que je voyais. Ça ne dure qu'un battement de cœur, mais ça laisse une drôle de sensation. J'ai commencé à me demander si je faisais de micro-blackouts. Des mini-pertes de conscience, juste assez longues pour sauter un instant. Mais, pourquoi ce serait si net ? Pourquoi ça ressemble vraiment à un interrupteur qu'on éteint puis rallume ? Et si ce n'était pas moi qui ratais un instant, mais le monde autour de moi ? C'est de loin la chose la plus flippante dont je me souvienne m'être arrivé. Je ne me souviens plus de mon âge, mais je dirais probablement entre 5 et 7 ans. Ma mère était célibataire et travaillait dans la banque, ce qui signifiait qu'elle était souvent absente de 7 heures du matin à 21 heures chaque jour. Elle partait aussi beaucoup en voyage d'affaires. On avait une nounou. Une nuit en particulier, je me souviens avoir essayé de rester éveillé de toutes mes forces, attendant qu'elle rentre de son voyage, elle était censée revenir vers minuit. Je me souviens que la nounou avait essayé de m'inciter à dormir plusieurs fois, et j'ai finalement cédé vers 9 à 10 heures. Après m'être endormi, j'ai fait un cauchemar, je me souviens même de certains détails précis du rêve. Casper le fantôme pas très sympathique était en train de me chatouiller avec des tortures. Donc, je me lève, je sors du lit, et pendant ce temps, Casper le fantôme impoli me poursuit et essaie de me chatouiller. Je me précipite dans la salle de bain de ma mère, où je la vois debout, vêtue de pantalon cargo, d'un haut clair et d'une écharpe. Quelques éléments de contexte, à chaque fois que ma mère partait en voyage, elle avait une trousse de toilette spécifique qu'elle utilisait toujours, bleue avec des fleurs jaunes. Bref, je me retrouve dans sa salle de bain, et là, elle est là, en train de déballer sa trousse de toilette, visiblement en train de se préparer à se coucher. Et moi, je suis là, en train de crier, demandant qu'elle arrête Casper de me chatouiller. Mais elle ne réagit pas.
Comme si elle ne m'entendait pas. Puis, je me réveille. J'étais effrayé et secoué par ce rêve avec Casper, alors j'ai fait ce que n'importe quel enfant qui vient d'avoir un cauchemar ferait naturellement. Je suis allé dans la chambre de ma mère. Je n'ai même pas pensé à savoir si elle serait là ou non. J'ai simplement été attiré vers sa porte, le nez qui coule, serrant mon ours en peluche. Je suis entré dans sa chambre, puis dans la salle de bain, et là, elle était debout, en pantalon cargo et écharpe, en train de déballer sa trousse de toilette bleue, avec des fleurs jaunes. Quand j'étais enfant, mes frères et moi avions une réserve commune de cartes Duel Master, en plus de nos propres decks. Il y avait une carte rare que je voulais absolument pour moi, et on n'en avait qu'un seul exemplaire. Un jour, alors que j'étais seul à la maison, j'ai échangé cette carte contre une carte nulle dans mon deck. Et comme l'idiot que j'étais, j'ai utilisé ce deck-là contre mes frères la fois suivante, et forcément, ils ont compris direct ce que j'avais fait. Pour me défendre, j'ai inventé une histoire bidon, un ado mystérieux qui était venu échanger des cartes à l'école, dont je n'avais pas vu le visage parce qu'il portait une capuche et qu'il venait sûrement d'une autre ville. Jusque-là, rien d'anormal, non? Juste un gamin qui vole une carte que ses frères voulaient et qui m'embêtement. Mais le truc flippant, c'est quand ils ont voulu vérifier mon histoire et qu'on a fouillé la réserve de cartes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un deuxième exemplaire de la carte. J'étais aussi surpris que, peut-être même plus. Mais du coup, ils ont fini par croire mon histoire du mystérieux ado à capuche qui échangeait des cartes rares contre des cartes nulles, parce qu'il y avait bien cette deuxième carte comme preuve. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune idée d'où cette deuxième carte est sortie. Et je crois que je n'ai toujours pas dit la vérité à mes frères. Un pote que j'ai rencontré il y a moins d'1 an, au bout de 2 mois à peine, on avait déjà développé une sorte de connexion ultra chelou. Genre, on pensait exactement au même truc au même moment, on disait ou écrivait les mêmes réponses dans les chats de groupe, sans se concerter. Un exemple récent, il avait rejoint un serveur Discord que j'avais créé pour garder contact avec de vieux potes. Un soir, il y avait un orage près de chez moi et j'ai dû éteindre mon PC. Juste avant, je discutais avec un de ses vieux potes, et mon nouveau pote a commencé à participer dans la conversation. Comme il était sur PC, il tapait plus vite que moi, et quasiment 90% de mes messages après ça a été des trucs du genre « pareil, exactement, j'aurais pas mieux dit ». Parce qu'à chaque fois, il écrivait exactement ce que j'étais sur le point d'envoyer. Mais pas juste l'idée générale, les mots exacts. Le lendemain, on en a parlé, et je lui ai dit que c'était flippant à quel point j'allais écrire les mêmes phrases, mot pour mot, avant qu'il les poste. C'était tellement précis que ça en devenait presque bizarre. Franchement, c'est à la fois super cool et un peu effrayant. J'avais environ 12 ans quand j'ai passé la nuit chez mes cousins. Mon cousin partageait sa chambre avec son grand frère, mais ce dernier n'était pas là ce soir-là, donc on a dormi tous les deux dans la même chambre, chacun dans un lit différent. Entre les lits, il y avait un très grand aquarium. Il avait une fenêtre près de la tête de son lit, et moi j'avais une fenêtre au pied de mon lit, sur un mur adjacent. La porte du placard et la porte d'entrée de la chambre étaient sur le même mur, la porte d'entrée à gauche, le placard à droite, et il y avait une commode à droite de la porte du placard. Et c'est là que ça devient bizarre. Je me réveille en pleine nuit, en sursaut, et je me redresse d'un coup dans mon lit. Immédiatement, je suis confus, parce que mon cerveau encore endormi n'arrive pas à comprendre ce que mes yeux voient. La commode était maintenant au pied de mon lit, la porte du placard était entre nos lits sur le mur opposé, les deux fenêtres étaient sur le même mur que le lit de mon cousin, et l'aquarium bloquait la porte d'entrée de la chambre. J'ai les poils des bras qui se hérissent rien qu'en y repensant. Après m'être frotté les yeux plusieurs fois, espérant que ça revienne à la normale, et voyant que rien ne changeait, j'ai décidé de me rendormir. Et ça devient encore plus étrange. Le lendemain matin, je vais à la cuisine prendre mon petit déjeuner, mon cousin était déjà installé devant son bol de céréales. On parle de ce qu'on va faire dans la journée, et là,
D'un coup, il me dit, « Mec, j'ai fait le rêve le plus chelou cette nuit. » Je me suis réveillé et tous les meubles de la chambre avaient changé de place. Et il m'a ensuite décrit exactement la même chose que ce que j'avais vu. Je ne savais pas quoi dire, ni quoi faire, alors j'ai juste fondu en larmes. Un petit peu de contexte, ma sœur est née avec des complications cardiaques, et personne ne pensait qu'elle survivrait à moins de subir une certaine opération, et même avec ça, on disait qu'elle serait très handicapée et ne vivrait pas au-delà de 12 ans. Ma mère m'a raconté que ma grand-mère avait prié en disant « Faites qu'elle vive, prenez-moi à sa place, s'il vous plaît, laissez-la en bonne santé. » Ma grand-mère est décédée en août 2007, et ma sœur est née quelques mois plus tard, la même année. Ma sœur a survécu sans opération, elle a maintenant 10 ans et est en parfaite santé. Les médecins ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment c'était possible, et ont qualifié ça de miracle. Maintenant, la partie un peu flippante, un jour, ma sœur et ma mère faisaient, je ne sais plus quoi exactement. Mais ma sœur s'est tournée vers ma mère et a dit, « Il y a longtemps, je suis née en X, je ne me souviens plus de l'année exacte. » C'était l'année de naissance de ma grand-mère. On ne lui avait jamais dit ça. Une autre fois, elle a dit que son plat préféré était X, je ne me souviens plus du plat. C'était aussi le plat préféré de ma grand-mère. Encore une fois, on ne lui avait jamais parlé de ça. Et elle a refait le même genre de choses en décrivant l'ancienne maison de ma grand-mère en Afghanistan. Là non plus, on ne lui en avait jamais parlé. Quand on lui a demandé, plus tard, elle ne se souvenait même pas d'avoir dit tout ça. On lui a posé la question. Bon, en même temps, elle était toute petite quand elle a dit ces choses, donc peut-être qu'elle a juste oublié. Quoi qu'il en soit, c'est à la fois étrange, fascinant, et quelque part, bouleversant mais réconfortant. Quand j'avais environ 10 ou 11 ans, j'allais à la plage avec ma tante et ses amis. Nous étions 2 voitures. Pour y arriver, il fallait traverser une très grande zone industrielle. Nous ne connaissions pas le chemin, donc notre voiture suivait l'autre. Soudain, l'autre voiture a pris un virage inattendu, et notre conducteur a dû tourner brusquement pour la suivre. À ce moment-là, on a entendu une voix très claire et forte à l'intérieur de la voiture, qui disait en riant « Virage serré, hein ?» Le conducteur a freiné immédiatement. On s'est tous regardés, complètement perplexes, on a tous reconnu que ce n'était la voix d'aucun d'entre nous. Et au même moment, on a vu que l'autre voiture s'était aussi arrêtée. Le conducteur de l'autre voiture est sorti, le visage effrayé, et a crié vers nous. « Est-ce que vous avez entendu ça aussi ?» Ils avaient entendu exactement la même chose dans leur voiture. Et autour de nous, c'était complètement désert. Petite précision, ajoutée plus tard, cela s'est passé au centre de l'Italie, au début des années 90. Ma tante faisait du théâtre à l'époque, et la plupart des autres étaient aussi des comédiens. La voix nous a terrifiés, car elle était très nette, proche, mais sans qu'on puisse dire d'où elle venait, ni de l'avant, ni de l'arrière. Elle était à l'intérieur de la voiture, mais sans origine précise. Comme si elle se moquait de nous. Au début, on a essayé de plaisanter, certains disaient « Allez, qui a fait ça ?» vu que c'étaient des acteurs habitués à imiter des voix étranges. Mais quand on a vu l'autre voiture s'arrêter et le visage du conducteur, là, on a compris. Ils étaient aussi effrayés que nous, et on dit « On a entendu cette voix flippante dans notre voiture », et on répétait exactement les mêmes mots qu'on venait d'entendre. On était là, en plein soleil, dans une grande zone déserte, sans voiture, sans gens, sans bâtiments. Et on n'a jamais compris ce qu'il s'est passé. Je descendais en voiture d'une ville perchée sur une montagne au Portugal, direction le niveau de la mer. En descendant, la route devant moi était un segment droit suivi d'un virage à gauche, et j'ai vu un bus arriver en face, sur la gauche de la route, en direction de moi. Je regarde le bus et je vois le nom de la ville de destination affiché dessus. Je prends le virage à gauche, puis encore quelques virages à droite et à gauche, et là, je vois un autre segment droit avec un virage à gauche au bout, et je vois un bus exactement comme le précédent,
avec le même affichage indiquant la même ville. Et là, le cauchemar commence. Pendant ce trajet, j'ai vu 6 ou 7 bus identiques, tous en direction de la même ville, tous avant un virage à gauche. À ma droite, je pouvais voir la ville où je me rendais, en bas, au niveau de la mer, mais après des heures à conduire sur cette montagne, et avec une sorte d'angoisse qui montait, j'avais l'impression de ne jamais descendre. Je ne veux plus jamais conduire sur cette montagne. Sérieusement, c'était un vrai cauchemar. Un jour, je rentrais de l'école et je me dirigeais vers l'arrêt de bus. J'ai entendu des petits gazouillis venant d'un grand arbre, un peu à l'arrière. Au départ, j'ai failli ne pas y prêter attention, mais j'ai changé d'avis en me disant que c'était peut-être un oiseau coincé. Je me suis approché, mais avant même que je puisse voir quoi que ce soit, un vieil homme est soudainement apparu devant sa maison, pourtant assez éloigné. Il s'est mis à m'agiter les bras de manière frénétique, avec un regard presque fou, et il m'a fait signe de partir, comme pour me chasser. Je suis reparti, un peu interloqué, mais pas sans jeter un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule au moment où je l'ai vu s'approcher de l'arbre. Mon bus est arrivé à ce moment-là, je suis monté à bord et j'ai fini par oublier toute cette histoire. Mais le lendemain, en retournant au même arrêt de bus, je me suis souvenu de l'oiseau, et c'est là que j'ai réalisé que l'arbre entier avait disparu. J'ai tourné en rond autour de l'endroit, complètement perplexe, en me demandant comment c'était possible qu'il n'y ait aucune trace de l'arbre. À l'endroit où il se trouvait la veille, il n'y avait plus que de l'herbe. J'ai fini par me demander si je n'avais pas simplement tout halluciné. Quand j'étais en première année d'université, j'avais tout le temps des expériences étranges de déjà-vu, des coïncidences bizarres, des rêves prémonitoires, au point que j'avais l'impression de devenir une sorte de prophète, et j'ai même essayé de contrôler ça. Puis j'ai fait un rêve où mon père me tendait un poème que j'avais écrit, et il me disait « C'est fou comme tu as écrit ce poème » et qu'ensuite il a prédit l'avenir. J'ai essayé de le lire, mais le texte était flou, comme c'est souvent le cas dans les rêves. Tout ce que j'ai pu distinguer, c'est qu'il y avait le mot mardi dans le titre, que ça disait un truc du genre c'est l'heure du spectacle, et que la phrase il y aura un grand deuil était répétée environ 7 fois. Le mardi suivant, j'étais comme Chicken Little à répéter à tout le monde que quelque chose de terrible allait arriver ce jour-là. Rien ne s'est passé. Je me suis senti un peu idiot, mais j'avais déjà l'habitude de ce genre de sentiment. Une semaine plus tard, le mardi suivant, j'arrive au boulot et je vois tout le monde rassemblé, sombre, devant la télé. La navette spatiale Challenger venait d'exploser, tuant 6 astronautes et l'institutrice Krista McAuliffe. Je suis réceptionniste dans une clinique médicale. Un de mes premiers jours de travail, j'avais le planning de la journée sous les yeux et je regardais les différents patients qui allaient venir ce jour-là. J'ai remarqué un patient en particulier, un enfant, qui venait voir un des pédiatres pour une raison assez inhabituelle. « Ah, c'est marrant, me suis-je dit, et voilà, ça s'est arrêté là. » 2 jours plus tard, je vois le même patient avoir un rendez-vous avec le même médecin, pour exactement la même raison, libellé de manière identique en tout point. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être juste déplacé le rendez-vous à une autre date, mais en vérifiant les journaux, c'était en réalité un tout nouveau rendez-vous qui avait été créé la veille. Je suis allé voir dans le dossier du patient, aucun autre rendez-vous récent à signaler. Mon grand-père était pilote de ligne, et quand j'étais enfant, il m'achetait une BD à chaque fois qu'il rentrait d'un voyage, c'était généralement un de ces vieux comics de chez Harvey, comme Richie Rich ou Casper. À un moment, j'étais en plein dans ma phase l'espace, c'est génial, donc il m'a acheté un numéro de Bucky O'Hare. C'était super cool, mais ça se terminait sur un cliffhanger, chose à laquelle je n'étais pas habitué. Je me souviens m'être dit que si je souhaitais très fort, j'obtiendrais la suite, ce qui était bizarre, parce que j'étais plutôt un enfant rationnel. Mais j'ai quand même fait ce vœu, et quelques jours plus tard, je vérifie ma pile de BD et je trouve le numéro suivant. Bien sûr, j'ai tout de suite pensé à mon grand-père et je lui ai demandé s'il me l'avait acheté. Il avait l'air surpris, parce qu'à l'époque où il avait acheté le premier numéro,
le suivant n'était même pas encore sorti. Ce n'étaient certainement pas mes parents, parce qu'ils étaient très stricts, culture asiatique oblige, et déjà en train de râler parce que j'avais trop de BD. Quand les magnétoscopes sont sortis pour la première fois, ils étaient très chers. J'étais encore au lycée à l'époque, et l'une de mes amies, Chérie, a été la première de notre groupe à en avoir un. Inutile de dire que sa maison est devenue l'endroit préféré pour nos soirées pyjama. Quelques mois après qu'elle ait eu le magnétoscope, on a fait une autre soirée, et l'une des filles a apporté une cassette qu'elle avait reçue pour son anniversaire. Sa famille n'avait pas de magnétoscope, un de ses proches avait juste supposé qu'ils en avaient un. La cassette était encore neuve, dans son emballage, et ce n'était pas un film d'horreur. On n'avait plus le droit de regarder des films d'horreur depuis notre deuxième soirée pyjama, quand on avait tellement crié et flippé qu'on avait tenu les parents de Chérie éveillés toute la nuit. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à regarder The Shining en entier depuis. Ce nouveau film, c'était le deuxième qu'on regardait ce soir-là. Et à un moment complètement aléatoire du film, il y a eu un vrai bug sur la cassette. L'écran est devenu noir pendant 10 secondes, et on a vu une main pressée contre l'écran, qui glissait lentement vers le bas. On aurait dit quelqu'un coincé à l'intérieur de la télé. Deux des filles ont juré avoir vu un visage pâle derrière la main, comme si quelqu'un les regardait en retour. Au même moment, le micro-ondes a commencé à biper tout seul. Avec le recul, c'était peut-être la fatigue, ou une sorte de folie collective. Quelqu'un a éteint la cassette. On a eu une longue discussion pour savoir si on rembobinait pour revoir la scène, mais ça a vite été refusé, et on a tous décidé d'aller dormir dans la chambre de Chérie. Normalement, on dormait dans le salon, devant la télé, mais personne n'en avait envie cette fois-là. Le lendemain matin, on a reparlé de la cassette, on a envisagé de la revoir, mais on a tous dit non merci. La fille à qui appartenait la cassette ne voulait même pas la toucher. Quelques mois plus tard, notre groupe d'amis s'est un peu dispersé, et on n'a jamais vraiment reparlé de ce film. C'était il y a plus de 30 ans, et la seule fille avec qui j'étais resté en contact est décédée il y a quelques années. Je n'y avais même plus repensé jusqu'à ce que je voie un extrait de la scène de la voiture dans Titanic. Je sais que certains trouvent que c'est une scène très sensuelle, mais moi, ça me met juste mal à l'aise. Ça me semble sombre, menaçant, comme ce qu'on avait vu ce soir-là. Une nuit, j'étais en train de fumer en cachette, et une fois terminé, j'ai voulu remettre le cendrier à sa cachette, tout en haut d'un grand placard dans ma cuisine. Au lieu de prendre le marchepied, j'étais sur la pointe des pieds, en train de m'étirer au maximum pour poser le cendrier là-haut, quand j'ai perdu l'équilibre et que le cendrier m'a glissé des mains, tombant vers le sol. J'ai eu le réflexe de me baisser pour éviter d'être aspergé de cendres ou de recevoir ce lourd cendrier en verre sur moi. J'ai entendu un bruit sourd quand il a touché le sol derrière moi, suivi d'un bruit de roulement en le sentant glisser sur le carrelage. J'ai soupiré, déjà agacé à l'idée de devoir nettoyer les cendres par terre, et énervé contre moi-même pour avoir été si maladroit. Mais quand je me suis retourné vers l'endroit d'où venait le bruit, il n'y avait absolument rien. J'ai honnêtement passé une bonne demi-heure à chercher partout dans la cuisine, le cendrier, ou ne serait-ce qu'un peu de cendre sur le sol, mais il n'y avait rien du tout. Le cendrier et son contenu s'étaient littéralement volatilisés. Je suis allé me coucher complètement flippé ce soir-là, et j'ai encore fouillé le lendemain matin, mais il avait disparu. Je ne l'ai jamais revu depuis. Il y a quelques années, je travaillais dans une vente aux enchères de voitures en plein air. Mon boulot consistait à faire l'inventaire d'une section du parking, tous les jours, toute la journée. L'endroit se trouvait en bordure de la ville, entouré de grands champs, donc voir des animaux sauvages était monnaie courante. Un jour en particulier, j'ai levé les yeux vers le ciel, comme je le faisais souvent en priant secrètement pour échapper à ce boulot misérable et sans avenir, et j'ai remarqué quelque chose dans le ciel. C'était assez proche pour distinguer que c'était un oiseau, mais assez loin pour ne pas pouvoir en dire plus. Si je devais deviner, je dirais que c'était une buse, vu qu'il y avait pas mal de nids autour du site.
Mais ce qui rendait cette journée apparemment ordinaire étrange, c'est que l'oiseau ne bougeait pas. Je voyais ses ailes battre clairement, mais il n'avançait pas, ni ne reculait. Je sais bien que parfois, des vents forts peuvent donner cette impression, mais ce jour-là il n'y avait pas de vent, et quand je dis qu'il ne bougeait pas, c'est littéralement ça. Il était figé dans le ciel, en train de battre des ailes, mais immobile. Je l'ai observé un long moment, essayant de trouver une explication logique à ce que je voyais. Puis j'ai reçu un appel sur ma radio, c'était l'heure du déjeuner. Tout content de pouvoir échapper au soleil, j'ai sauté dans ma voiture et je suis allé jusqu'à la cafétéria. Avant d'entrer, j'ai levé les yeux une dernière fois. L'oiseau était toujours là. Toujours en train de battre des ailes, toujours sans bouger d'un centimètre. Je suis rentré, j'ai pris mon repas, puis je suis ressorti pour finir mon service. Cette fois, l'oiseau avait disparu. Aujourd'hui encore, l'image est gravée dans ma mémoire, parfaitement nette. Mais j'ai toujours du mal à croire que ça s'est vraiment passé. C'était un matin enneigé et verglacé. Mon père conduisait, ma mère était assise côté passager, et moi j'étais à l'arrière. J'avais environ 8 ans à l'époque, donc c'était il y a environ 23 ans, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. On venait d'arriver en bas d'une grande côte, la voiture tournait vers le sommet de la colline. On s'est engagé dans la voie de tourne à gauche au pied de la côte pour tourner à gauche, là où ma mère travaillait, on l'a déposée avant de continuer. On était à l'arrêt, en attendant que la circulation se dégage, quand une autre voiture est arrivée derrière nous. Elle a réussi à s'arrêter, de justesse à cause de la glace, mais n'a pas percuté l'arrière de notre voiture. La limite de vitesse devait être autour de 70 ou 90 km/h en temps normal. C'est alors qu'une autre voiture a essayé de s'arrêter derrière celle qui était derrière nous. J'ai entendu mon père dire, en regardant dans son rétroviseur, « Cette voiture va trop vite ». Et en une fraction de seconde, notre voiture se retrouvait 50 mètres plus loin, arrêtée sur le bas-côté à droite. On s'est tous retournés pour voir la voiture lancée percuter celle qui était arrêtée derrière nous dans la voie de tourne à gauche. La voiture percutée a été projetée dans la voie en sens inverse. Le conducteur de la voiture derrière nous a été tué sur le coup. Encore aujourd'hui, ni mon père, ni ma mère, ni moi ne nous souvenons que notre voiture ait bougé. Mon père jure qu'il n'a jamais touché à l'accélérateur, et pourtant on s'est retrouvé au moins 50 mètres plus loin en une seconde à peine. Je me souviens encore du bruit du métal et du verre qui se brisait. Juste après, dans la voiture, on s'est tous demandé comment on avait pu se retrouver là. On n'avait aucune idée de comment la voiture avait bougé. Je venais de m'installer seul dans un petit appartement près de l'université. C'était la première semaine, si je me souviens bien. Je me réveille soudainement, terrifié, par quelqu'un qui me maintenait sur mon lit. J'avais la couverture sur la tête, donc je ne voyais rien, mais je ressentais exactement qu'une personne essayait de me garder cloué au lit. Je me débats, j'essaie de me libérer de cette position, mais rien ne fonctionne. Finalement, je parviens à rouler hors du lit, tomber par terre, à retirer la couverture de mon visage et à commencer à me relever, prêt à affronter mon agresseur, pour me retrouver à nouveau dans mon lit, seul, les yeux grands ouverts, complètement perdu et confus, juste à temps pour que mon réveil se mette à sonner, ce qui m'a fait sursauter une dernière fois. Plus tard, on m'a dit qu'il s'agissait probablement d'un épisode de paralysie du sommeil, et que les événements que je pensais avoir vécus étaient en réalité mon cerveau essayant de donner un sens à la sensation de ne pas pouvoir bouger. Je ne me souviens pas avoir vécu quelque chose de semblable après ça. Apparemment, je ressemble à beaucoup de gens. Des inconnus m'ont déjà pris pour leur frère aîné ou cadet, à plusieurs reprises. Ça, c'est la majorité des cas. Mais j'ai aussi été confondu avec le mari de quelqu'un, le petit ami de quelqu'un, et même le père de quelqu'un. Franchement, ça me fout un peu la trouille. Et c'est pas juste des inconnus. Ça arrive même à mes amis. Une pote m'a pris pour son frère, qui vit au Royaume-Uni,
alors qu'on s'était littéralement vu en face à face la veille. Comme si son cerveau avait remplacé mon visage par celui de quelqu'un d'autre, juste comme ça. Parfois j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à intégrer mon visage, et du coup leur esprit colle à ma place l'image d'un autre homme dans leur mémoire. Et ouais, ça arrive même, très rarement, avec ma propre famille. Le pire, c'était avec un pote flic. Je le croise en ville, et il me regarde surpris avant de dire « Putain, j'ai cru que t'étais collègue ». Sauf que ce collègue avait démissionné depuis plusieurs mois. Je me retrouve souvent à dire aux gens « Non, désolé, c'est pas moi » ou « Eh, reprends-toi », parce qu'ils sont vraiment convaincus de voir quelqu'un d'autre à ma place. C'est marrant, mais ça donne l'impression d'être un genre de personnage générique que tout le monde projette à sa façon. Le déjà-vu me perturbe parfois vraiment. J'ai fait un rêve très précis où je trouvais un fauteuil vert foncé dans les poubelles, devant l'appartement de mon pote. Je le montais chez lui, en lui disant que je lui avais apporté un cadeau, et il me répondait « Waouh, un truc sorti des poubelles, comme c'est attentionné ». Plus tard, en m'asseyant dans le fauteuil, je trouvais un billet de 20 $ coincé dans le coussin. Son pote me disait alors que je devais forcément utiliser cet argent pour acheter du whisky. Un autre de ses potes se faisait corriger après avoir sorti une remarque raciste. Puis on jouait à un jeu de combat sur la PlayStation. C'était tellement bizarre et précis que j'avais pris la peine de l'écrire. 2 ans plus tard, je rends visite à ce pote dans son appart. Je trouve un fauteuil bleu marine dans la benne. Je le ramène chez lui. Il me dit « Waouh, un truc sorti des poubelles, comme c'est attentionné ». Je m'assieds dedans et je trouve 3 billets de 5 $ et 4 de 1 $, au lieu d'un seul de 20. Son pote me dit que je dois les dépenser en vodka. Mon pote le corrige, non, prends du whisky, la vodka c'est nul. Un autre de ses potes se fait corriger après une remarque raciste. Puis on joue à un jeu de combat, mais cette fois sur son ordi branché à la télé parce que la PlayStation est tombée en panne. Pendant tout ce temps, dès que j'ai franchi la porte, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et au moment où ils ont parlé du whisky, tout m'est revenu d'un coup. Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé, et j'ai retrouvé ce que j'avais écrit. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à mon père. Il travaille pour une entreprise de chauffage et de climatisation, donc il doit souvent aller chez les gens pour réparer des équipements. Il y a environ 5 ans, il m'a raconté qu'il avait fait un rêve vraiment étrange. Il devait intervenir chez une vieille dame qu'il n'avait jamais vue auparavant, dans une maison qu'il ne connaissait pas. Ce qui était bizarre, c'est à quel point tout semblait réaliste. Dans son rêve, il réparait la chaudière de la dame, discutait un peu avec elle, puis repartait. Environ une semaine plus tard, son entreprise reçoit un appel d'une dame âgée qui a besoin de faire réparer sa chaudière. Ils envoient mon père sur place. Et quand il est arrivé, c'était exactement la même maison que dans son rêve. La même vieille dame. Il connaissait déjà son prénom avant même de le lui demander, et il savait se repérer dans la maison alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Quand elle a ouvert la porte, elle lui a dit « Bonjour Gary ». Mon père, surpris, lui a demandé comment elle connaissait déjà son nom. Et elle lui a répondu qu'elle avait fait un rêve, la semaine précédente, dans lequel sa chaudière tombait en panne et où un certain Gary venait la réparer. Alors elle savait que ce serait lui. 2 parfaits inconnus, qui ne s'étaient jamais rencontrés, ont fait exactement le même rêve annonçant leur rencontre, et ça s'est réalisé. Toute cette histoire est vraiment dingue. J'ai une tablette graphique. Le stylet qui va avec n'a absolument aucun moyen de s'attacher à quoi que ce soit, donc il est super facile à égarer. Bref, en mai dernier, j'ai perdu le stylet. Je pensais l'avoir mis dans mon sac à dos, mais j'ai vérifié chaque poche, j'ai littéralement retourné le sac de fond en comble, aucun stylet. Par contre, j'ai retrouvé mon crayon préféré, que j'avais perdu quelques mois auparavant. J'avais un drôle de pressentiment, comme si je savais avec certitude que le stylet réapparaîtrait dès que j'en achèterais un nouveau. Et bon,
Dépenser 30 $ pour un cylindre en plastique aussi facile à perdre, ça me semblait un peu cher à ce moment-là, donc j'ai repoussé l'achat pendant un moment. Mais finalement, j'ai fini par commander un stylet de rechange. J'ai brièvement perdu ce nouveau stylet pendant une visite chez mes grands-parents. En le cherchant, j'ai encore une fois fouillé mon sac à dos de fond en comble, sans rien trouver, avant de découvrir que le stylet était en fait dans la poche de mon pull. Quelques semaines plus tard, je cherche mon crayon préféré dans mon sac. Il a disparu. Mais là, le premier objet que je sors d'une poche du sac, c'est le stylet d'origine. J'ai immédiatement pris le stylet de rechange pour les mettre côte à côte, juste pour vérifier qu'ils existaient bien dans le même univers, ils existaient. La seule explication logique que je vois, c'est une infestation de gremlins de poche. Ou alors, il y a un portail vers une autre dimension dans mon sac à dos. Il m'arrive très rarement de ressentir comme si le soleil disparaissait pendant une milliseconde. Une fois, quand j'étais au collège, je m'étais un peu laissé aller, assis dans ma classe, attendant juste que la journée se termine. À l'époque, je vivais dans l'État de Washington, et c'était une journée magnifique et ensoleillée. Pas un nuage à l'horizon, personne ne voulait être enfermé et les stores étaient relevés pour laisser entrer la lumière du soleil. Mon cours touchait presque à sa fin, mais j'avais complètement décroché depuis des heures. Je regardais l'un des nombreux posters motivants que mon professeur avait accrochés, quand soudainement, la classe s'est assombrie, puis s'est rééclairée, le tout en moins d'une seconde. J'étais super confus. Ce n'étaient pas les lampes qui clignotaient, parce qu'elles étaient éteintes. J'ai jeté un coup d'œil dehors, et il n'y avait ni nuages ni avions qui passaient. Je doute qu'un seul oiseau puisse obscurcir le soleil suffisamment pour assombrir la classe de cette manière. Ce n'était même pas moi qui avais cligné des yeux un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai essayé de reproduire le phénomène en fermant et rouvrant les yeux, mais ça ne faisait pas du tout pareil. Je me suis tourné vers ma copine de bureau et lui ai chuchoté « Ouais, il s'est vraiment assombri là, pendant une seconde. » Elle m'a juste jeté un regard sur le côté, un peu confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Là, j'étais encore plus confus. C'était tellement évident pour moi, ce changement soudain de lumière à sombre, puis de retour à la lumière, sans aucune cause évidente ni explication. Aujourd'hui, ça m'arrive rarement, et généralement c'est évident qu'un oiseau a juste traversé la fenêtre ou qu'un nuage a brièvement masqué le soleil. Mais ce jour-là, je n'ai trouvé aucune explication, et personne d'autre autour de moi n'avait vu quoi que ce soit. Honnêtement, je n'ai toujours pas de réponse à ce que ça aurait pu être. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.